tous, on se retrouve pour ce 5e et dernier épisode de notre série des jeudis de l'IUD, donc organisé par Europharmat, le SNITEM avec la collaboration active de la Direction générale de l'offre de soins. Alors c'est un dernier épisode, mais peut-être que ça ouvrira la voie à d'autres séries de webinaires, puisqu'on sait que vous avez été assez nombreux à les suivre. Alors, pour rappel, après les fondamentaux et les bases réglementaires, l'impact à l'hôpital, les échanges d'infos fabricants hôpital et les aspects pratiques de l'IUD à l'hôpital, on va maintenant s'intéresser à la dernière ligne, en fait, celle de la traçabilité jusqu'au patient. En se servant bien sûr de l'IUT qui a été notre fil conducteur, mais aussi des autres identifiants qui rentrent en jeu dans tout ce cadre de traçabilité et de soins aux patients. Juste pour quelques rappels, on va enchaîner les présentations les unes après les autres et on réserve et on espère un temps suffisant à vos questions en fin de session. Donc pour cela, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions dans la partie Q plus R, hein, c'est questions plus réponses et pas le chat, c'est plus facile à gérer. Et on s'attachera à vous faire les réponses, soit les intervenants d'aujourd'hui à l'oral, soit pour certaines directement dans cette partie Q&R. Et surtout, on les conserve toutes pour les valoriser en fin de saison sous la forme d'une FAQ. On a déjà récolté les moissons des premières et on a un certain nombre de questions-réponses qu'on pourra donc partager, en plus des replays et des présentations qui sont accessibles pour chacun des épisodes. Alors, juste un tout petit rappel, pardon, excusez-moi, sur cet IUD et pourquoi il est aussi présent dans ce dernier épisode. Donc l'IUD, on va s'intéresser aujourd'hui vraiment à celui qui est l'IUD composé de l'IUD ID, donc le modèle plus l'IUD IP, le numéro de lot, ou enfin en tout cas la façon dont on maîtrise l'unité de production, donc le lot, la série, la version logicielle par exemple pour un logiciel, pour vous rappeler que c'est ce traceur qui va permettre de passer du produit, alors de ces boîtes, hein, que ce soit le produit lui-même ou les conditionnements supérieurs, notamment dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à la carte d'implant, à l'IUD, en tout cas à l'information que tel patient a reçu tel dispositif. Et on verra qu'au-delà de la carte patient, il y a d'autres moyens éventuellement pour tracer cette information jusqu'au bout. Et puis cet IUD, il est aussi important de l'autre côté dans toutes les parties signalement d'incidents et les mesures correctives qui sont mises en face et qui peuvent de temps en temps demander le rappel des patients qui ont été implantés avec la même unité de production, donc le même lot ou la même série, si ça existe, de dispositifs médicaux. Donc, c'est bien dans ce cadre-là qu'on va se placer aujourd'hui, aller jusqu'au patient en passant par d'autres identifiants qui sont utiles pour tracer le traitement qui aura été prévu. Alors pour cela, aujourd'hui, on va avoir une première intervention de Yann Mazins de France Asso Santé, justement sur les attentes des patients dans ce cadre. On aura ensuite Elsa Créac de l'Agence numérique en santé qui va nous parler de l'identification du patient, donc l'INS, puisqu'il nous faut un produit pour un patient. Et puis, Gilles Ebrecht de la DGOS nous parlera de l'identification du professionnel et du numéro RPPS. Et enfin, nous aurons Patrick Rambourg, président de la section H du CNOP, qui nous parlera du dossier pharmaceutique. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne session et sans plus attendre, j'arrête mon partage pour que M. Mazins puisse commencer. Voilà, super. On voit bien votre présentation. Il faut juste que vous décochiez votre micro maintenant. Alors, je le fais, je suis désolé, mais il y a des cloches qui sonnent chez moi et j'attendais que les cloches finissent, se terminent, mais ce n'est pas possible visiblement. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, peut-être à mettre en plein écran. Je le mets en plein écran
mais je suis désolé, j'ai une histoire, voilà, de cloche. Donc j'attendais. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Donc du coup, je suis Yann Mazins. Je suis conseiller technique produits de santé à France Asso Santé. Je vous rassure, il y a très peu de diapositives, hein. N'ayez pas peur. Juste en 2 mots à propos de France Asso Santé. Donc France Asso Santé, c'est une union de 85 associations qui a la particularité d'avoir ses missions inscrites dans la loi, et en l'occurrence la loi de modernisation du système de santé de 2016. C'est d'ailleurs l'article 1. Donc ce n'est pas une association loi 1901 que vous connaissez, c'est une association loi 2016. Et donc avec des missions qui sont clairement inscrites dans la loi. Donc c'est un signe fort en termes de démocratie en santé et de place des usagers dans notre système. Bon, je vous ai mis les principales missions: à donner ses avis au pouvoir public, animer un réseau d'associations agréées, agir en justice, représenter les usagers. Après, en termes de composition, en fait, notre union, là, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc actuellement 85 associations, et en fait, toutes ces associations ont en commun le fait d'être agréées. C'est-à-dire, elles ont l'agrément national de représentation des usagers. Mais elles viennent de champs différents, parce que c'est vrai que notamment quand on travaille dans les produits de santé, on a souvent en tête euh, la question de, ben, en gros, les associations de patients, qui, derrière, il n'y a pas de terme juridique, mais c'est les associations de patients qui sont le plus connues, évidemment. Mais d'autres associations interviennent dans le champ de la santé, bien évidemment. Donc, il y a les associations de patients, vous les connaissez. Il y a les associations de consommateurs, vous en connaissez aussi, mais participent aussi à notre union. Il y a des associations sous le terme qualité et sécurité des soins. C'est plutôt des associations de victimes de dispositifs médicaux. Bah, du coup, on est aussi dans le sujet aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un sujet aussi derrière ça. Des associations de personnes en situation de handicap, précarité, des associations de famille, de personnes âgées, et un réseau de délégations territoriales, en l'occurrence 17 délégations régionales. Donc j'insiste beaucoup dessus parce que du fait, c'est beaucoup plus large en fait que ce qu'on peut souvent avoir à l'esprit. Alors, très concrètement, en termes de fonctionnement, donc en fait, l'idée, c'est effectivement bah, de remplir nos missions, comme exposé plus haut, et de travailler ensemble pour produire des positions communes pour faire avancer le système de santé, puisque c'est notre mission principale, et puis représenter les usagers au mieux. Alors, en ce qui me concerne, très rapidement, donc, j'anime moi les travaux autour des produits de santé, donc médicaments et dispositifs médicaux. Je travaille principalement sur la France, mais également sur l'Europe. J'ai une collègue avec qui je travaille en collaboration, qui travaille sur les questions européennes. On est dans le sujet aujourd'hui d'ailleurs aussi, c'est en lien avec ces questions européennes. Donc en fait, très rapidement, donc moi, j'anime un groupe de travail sur la question de la recherche clinique. Il y a un sujet avec également avec notre dossier d'aujourd'hui, hein, puisque le règlement européen engage de nouvelles obligations, notamment sur les DM. Donc, un groupe de travail sur la recherche clinique qui a vocation à former de représentants en comité de protection des personnes, et à animer aussi des plaidoyers pour améliorer la législation ou la modifier. On travaille aussi principalement sur la question de l'accès précoce et compassionnel. Donc ça, c'est plutôt sur le médicament, mais il y a aussi des choses dans le DM maintenant, qui beaucoup plus récentes. Il y a des nouvelles dispositions sur l'accès dérogatoire au DM, aux dispositifs médicaux. On travaille aussi, c'est une grosse partie de notre mission, sur la contribution des associations dans l'évaluation des produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux. C'est-à-dire comment la parole des usagers, enfin, la parole, surtout le ressenti, la qualité de vie des usagers est prise en compte dans l'évaluation des produits de santé. C'est un gros dossier qui prend de plus en plus d'ampleur, et c'est vraiment un dossier qui est important pour les associations et également pour les pouvoirs publics, parce qu'il y a un sujet autour de ça. Nous travaillons plus récemment sur les questions des prix, de l'accès et des délais d'accès. Donc ça, c'est tout un travail qui est engagé avec le CEPS. Un gros travail sur les pénuries de médicaments, ça ne vous aura pas échappé, je pense.
pénurie de médicaments aujourd'hui, mais on a un travail engagé aussi sur la pénurie de dispositifs médicaux, parce qu'il y a également un sujet autour de ça, et un travail sur la pharmacovigilance et matériovigilance. Donc ça, c'est également en lien avec nos travaux, d'aujourd'hui. Donc là, c'est les principaux sujets dont j'ai la charge aujourd'hui. Mais il y a d'autres sujets qui sont en connexion avec nos travaux d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément gérés par ma personne, mais avec d'autres collègues. Je pense notamment à la question de la certification des établissements, parce qu'on a travaillé sur la 2020 récemment, et également tout un travail d'animation, de formation et d'animation des représentants des usagers dans les établissements de santé. Ça, c'est un travail aussi auquel je participe en connexion. Voilà. Pour la question, alors j'ai l'impression que mon titre est un peu coupé quand je. C'est pas très grave. Attends, excusez-moi. Je vais devoir rebalayer. Hop. Mon titre est un peu coupé, mais c'est pas grave. Sur la question d'aujourd'hui, sur la traçabilité des dispositifs médicaux, en fait, juste un point qui est essentiel. Moi, je vais vous faire quand même un peu un état des lieux de la situation pour vous préciser nos attentes. Très concrètement, la situation actuelle, moi, c'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui me tient beaucoup à cœur. On a quand même un vrai problème lors d'une alerte sanitaire. Lors d'alerte sanitaire sur des produits de santé, quels qu'ils soient, médicaments et dispositifs médicaux, on a un problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop comment faire circuler l'information. Très concrètement, on bute à chaque fois sur le même problème. Alors, le constat qui est un peu difficile, hein, je vous l'ai mis un peu brut. On a l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui essaie d'informer les professionnels. C'est pas évident. Les professionnels qui arrivent plus ou moins à informer les patients qui sont dans le parcours de soins, c'est-à-dire les patients ou les patientes avec qui ils sont encore en lien. Ce n'est pas, déjà, il y a un sujet autour de ça. On a une incapacité, pratiquement, hein, oui, c'est une grosse difficulté, vous allez voir, il y a des nuances, à informer les patients qui ne sont plus suivis par leur prescripteur initial. Donc, quand vous avez des personnes qui sont suivies, qui sont dans le parcours de soins, qui sont suivies par leur prescripteur de soins ou de technologie initiale, c'est pas parfait, mais on a les moyens à peu près d'y arriver. Mais déjà, on voit que ça reste compliqué. Quand on a des personnes qui ne sont plus suivies par leur prescripteur initial, c'est beaucoup plus compliqué. Et on observe, et malheureusement, hein, que les personnes sont informées principalement par les médias, par les réseaux sociaux. Ça prend donc du coup beaucoup d'ampleur. Et clairement, c'est pas un canal de diffusion qui est vraiment premier, j'ai envie de dire, qui est souhaitable. Alors que les médias s'en emparent ou les réseaux sociaux, je juge pas ce point-là. Mais par contre, pour informer des personnes quand il y a une problématique sur un produit de santé, l'idéal, effectivement, ça serait d'avoir un canal via les professionnels, évidemment, qui fonctionne, et également un canal direct à destination des personnes pour pouvoir les informer préalablement avant qu'ils ne le découvrent avec toute l'agitation et l'angoisse que ça peut apporter. Donc, on va dire qu'on a une marge énorme de progression et on espère que le nouveau règlement concernant les dispositifs médicaux va permettre d'avancer, au moins de franchir quelques étapes. Juste un point pour finir, je vous dis où on en est justement sur ce qu'on appelle le rappel des patients. Donc, c'est comment on informe les personnes en masse, quand ils sont sortis du soin. C'est l'information directe aux personnes. Actuellement, on arrive à peu près, enfin, on peut faire, mais on le fait que marginalement, sur les médicaments remboursés en ambulatoire. C'est-à-dire quand vous voyez une problématique, quand vous constatez une problématique, que vous voulez informer les personnes, on a les outils pour appeler les personnes qui ont eu des médicaments remboursés en ambulatoire. On a des outils, mais c'est une usine à gaz pas possible.
En gros, on passe par les bases de remboursement de l'assurance maladie et on fait tourner l'ensemble des bases qui ont une profondeur historique de 2 ans. C'est la législation actuelle, mais elle est évoluable. Et on peut identifier les personnes qui ont reçu tel médicament. Et il est arrivé dans le passé, mais malheureusement c'est très marginal, hein, on l'a fait sur Mediator, on l'a fait sur la Dépakine et sur Androcur, il est arrivé dans le passé que on demande à la CNAM, hein, la NSM en l'occurrence, de faire tourner l'ensemble de ces bases pour pouvoir identifier les personnes qui avaient reçu un médicament qui posait problème et les informer. Mais c'est une usine à gaz pas possible et c'est très, très, très long. Ça ne concerne que les médicaments remboursés en ambulatoire. À l'hôpital, pour l'ensemble des produits de santé, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a effectivement une problématique propre aux dispositifs médicaux. Effectivement, c'est la codification à usage unique et qui rend difficile également la traçabilité. Et on voit qu'on a des nouveaux éléments aujourd'hui. Alors, juste pour finir, du coup, on a 2 choses essentielles en termes de demande. Hein. C'est un, que les patients aient accès à l'information. Donc ça, c'est la carte d'identification notamment, vous l'avez mentionné. C'est le fait que les personnes puissent savoir exactement quel dispositif a été implanté, et puis les professionnels également, hein, c'est le couple professionnel-patient. Donc ça, c'est un point. Et pour les patients, c'est une démarche proactive de leur part, mais ça ne doit pas être utilisé comme une responsabilisation. Et donc ça, c'est un, c'est le point 1. Et après, une dynamique 2 qu'il faut enclencher, c'est effectivement comment on a l'ensemble des outils, au-delà de cette codification, comment on a l'ensemble des outils pour pouvoir enclencher une information de masse rapide, soit par établissement, soit au niveau national. Alors, on a encore du chemin à franchir, mais c'est les 2 choses qu'on doit traiter. Ce n'est pas uniquement le fait d'assurer la traçabilité, c'est un progrès, mais aussi comment on l'utilise effectivement pour pouvoir enclencher ces rappels, principalement pour les personnes qui sont sorties du circuit de leur prescripteur initial, puisque le sujet se situe beaucoup là. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Alors, juste au niveau réglementaire, moi, je n'ai pas effectivement détaillé, parce que c'est pas mon rôle aujourd'hui, mais j'ai rappelé quand même la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, hein, le fait effectivement pour les personnes d'être informées des risques connus après l'exécution d'actes d'investigation ou après la prescription de traitement. Donc, c'est un point qui nous est cher. Des choses avancent. Malheureusement, on voit qu'on a encore des étapes à franchir ensemble. Donc, voilà, c'est principalement la raison de ma présence aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mazins. On va donc passer à l'identification du patient avec Elsa qui va partager son écran. Et on réserve les questions pour la fin. Bonjour à tous. Alors, j'active le partage d'écran. En plein écran, ça sera mieux. Voilà. Vous voyez bien mon écran, ça marche? C'est parfait. Bonjour à tous, Elsa Créa, je suis responsable de mission au sein de l'Agence du numérique en santé et je travaille entre autres sur le projet Identité nationale de santé, INS. Alors l'identité nationale de santé, l'objectif en fait de ce projet, de la mise en œuvre de cette INS, c'est qu'aujourd'hui quand un usager se présente par exemple à l'hôpital pour une consultation, quand il se présente chez son médecin traitant, quand il va faire une prise de sang dans un laboratoire ou chercher des médicaments à la pharmacie, le patient peut avoir plusieurs identités légèrement différentes selon les pratiques de saisie d'identité des uns et des autres. Certains vont enregistrer le nom de naissance, d'autres continuent à utiliser le nom d'usage, le nom d'homme ou de femme mariée. Certains vont prendre tous les prénoms, d'autres vont prendre que le premier, etc. Il peut y avoir des petites erreurs de saisie aussi au passage. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un usager qui a des identités légèrement différentes d'un professionnel à l'autre. L'objectif de la mise en œuvre de cette INS, de cette Identité nationale de santé, c'est que tous les usagers aient une seule et unique identité partout où ils vont dans le système de santé. Cette identité, c'est l'INS. Elle est composée de plusieurs choses. Elle est composée d'un numéro qu'on appelle le matricule INS. Ce matricule INS correspond au numéro qu'on nous a attribué à la naissance quand on est né en France, donc au NIR, ou à un numéro d'attente pour les personnes étrangères qui sont en cours d'immatriculation, qui bénéficient d'un numéro provisoire et qui deviendra un NIR une fois l'immatriculation de ces personnes réalisée. Donc ce numéro, c'est le matricule INS, c'est le NIR
ou ce numéro d'attente qui, comme vous le voyez sur l'exemple qui est mis ici, ressemble très fortement à notre numéro de sécurité sociale qui est utilisé pour le remboursement des soins, à la petite différence près que pour le remboursement des soins, on utilise le numéro de l'assuré. Donc, par exemple, pour les enfants, on utilise le numéro d'un de leurs parents. Le matricule INS, c'est bien un numéro qui est unique, individuel. C'est-à-dire que même les enfants, dès les premiers jours de la naissance, ont leur numéro à eux. Au-delà de ce matricule INS, on a un petit identifiant que je passe assez vite parce que ce sera plutôt pour les éditeurs, ça sera important de le gérer. Mais on a aussi et surtout les 5 traits qui identifient le mieux un usager. Son nom de naissance, la liste de ses prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance. Donc cet INS, c'est bien ça, c'est un numéro, le matricule INS, et 5 traits d'identité, mais traits d'identité stricts qui vont permettre de bien l'identifier. Cette INS, cette Identité nationale de santé, elle vient bien des bases de référence, des bases de l'état civil français. Et ces bases de l'état civil vont être mises à disposition de tous les professionnels du monde de la santé par l'intermédiaire d'un téléservice qu'on appelle le téléservice INSI. Ce téléservice est mis en œuvre par la CNAM. Alors justement, concrètement, comment on fait pour récupérer cette INS? Donc, on passe par ce téléservice, le téléservice INSI. Donc, à l'hôpital, c'est souvent au moment de l'admission du patient ou peut-être de plus en plus au moment des préadmissions ou des prises de rendez-vous que les agents en charge de l'accueil des patients vont récupérer cette identité nationale de santé en appelant ce téléservice à partir de leur logiciel. Bon, pour votre information, on peut appeler le téléservice de 2 manières, soit à partir de la carte vitale de l'usager si on a l'usager face à soi et qu'il a sa carte vitale, mais on peut aussi l'appeler sur la base des traits d'identité que l'usager va décliner. Le téléservice permettra aussi ponctuellement de vérifier une identité nationale de santé pour s'assurer qu'elle est toujours conforme aux bases de référence, qu'il n'y a pas eu par exemple de petits changements. On peut changer de sexe, on peut changer de nom, donc cette opération de vérification sert à ça. Maintenant, pour pouvoir utiliser l'identité nationale de santé pour référencer toute donnée de santé, on a 2 conditions à respecter. La première condition, c'est une condition plutôt d'identito-vigilance. Il s'agit de s'assurer, avant d'attribuer une INS à un usager, de s'assurer qu'on a bien affaire au bon usager. Donc, on va demander, avant d'attribuer la première fois l'INS à un usager, de vérifier sa pièce d'identité, donc sa carte d'identité, son passeport, ou éventuellement, on pourra utiliser bientôt un dispositif d'identification électronique, par exemple, comme la future application carte vitale. Donc ça, c'est la première condition, avoir vérifié la cohérence de l'identité de l'usager à partir d'une pièce d'identité. Deuxième exigence pour pouvoir référencer les données de santé avec l'INS, c'est que cette INS provienne bien du téléservice que j'ai évoqué juste avant, pour s'assurer qu'on utilise bien une identité numérique telle qu'elle existe dans les bases de l'état civil. Ensuite, une fois qu'on a récupéré cette INS, qu'on l'a correctement intégrée dans son logiciel, cette INS va devoir être diffusée partout, le plus largement possible, que les données de santé finalement aient vocation à circuler sous format informatisé, auquel cas l'INS va apparaître dans tous les flux d'interopérabilité entre tous les logiciels. Et si la donnée de santé a vocation à être partagée sous un format papier, là, l'INS va apparaître en clair sur le document. Donc, on verra le matricule INS apparaître, le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Et on a récemment aussi acté la position d'un data matrix qui va contenir toutes ces données qui composent l'INS, ce qui permettra aux professionnels de santé de scanner ce data matrix et ainsi de plus facilement retrouver l'usager ou disposer de son identité nationale de santé. Un bref résumé des impacts de l'arrivée de cette INS pour les professionnels, les usagers et les éditeurs. Pour les professionnels, il s'agit de récupérer l'INS de l'usager lors de sa première venue dans la structure, donc à l'hôpital par exemple. Il s'agit de sécuriser l'identification des usagers en appliquant les nouvelles règles d'identito-vigilance. J'ai mis nouvelles entre guillemets parce qu'à l'hôpital, finalement, les règles d'identito-vigilance ne sont pas très différentes de celles aujourd'hui appliquées dans la plupart des hôpitaux. Et enfin, pour les professionnels, il s'agit de faire en sorte que toutes les données de santé fassent apparaître cette INS, que la donnée de santé soit produite sous format papier ou informatisée.
Pour l'usager, l'impact, c'est que l'usager va devoir s'habituer à ce qu'on lui demande de plus en plus régulièrement de décliner son identité et d'apporter la preuve de son identité lors d'une première prise en charge. Donc ça aussi, on va falloir qu'on sensibilise les usagers à ne pas se formaliser, qu'on lui demande sa pièce d'identité. À l'hôpital, ça devient de plus en plus fréquent. C'est moins vrai peut-être dans un contexte de prise en charge en ville, par exemple. Pour les éditeurs, c'est sur eux que repose aussi une bonne partie du travail de mise en œuvre de l'INS. Ils ont 3 choses à faire. Mettre en œuvre le téléservice dont je vous ai parlé, installer un certain nombre de règles de gestion dans leur logiciel pour gérer correctement l'INS conformément à toutes les bonnes pratiques d'identité-vigilance. Et enfin, les auditeurs vont devoir faire évoluer leur solution pour que l'INS apparaisse sur toute donnée de santé produite par les logiciels. Donc c'est cela qu'on leur demande dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et donc, en bref résumé, l'INS en quelques mots. Donc, l'INS, une identité unique et pérenne pour faciliter l'échange et le partage des données de santé entre professionnels. L'INS, c'est un numéro et 5 traits d'identité qui proviennent des bases de l'état civil et non pas des bases de l'assurance maladie, même si le téléservice est fourni par l'assurance maladie. C'est aussi un renforcement finalement des règles d'identité-vigilance. Ces règles d'identité-vigilance ont été depuis revues, mises à jour et rendues opposables par un référentiel national qui s'appelle le référentiel national d'identité-vigilance. Et l'INS, c'est donc désormais une donnée qui a vocation à figurer sur toute donnée de santé produite par les professionnels de santé. J'ai essayé de faire court pour vous laisser le plus de place possible aux questions, donc n'hésitez pas à m'interpeller si vous voulez que j'éclaircisse tel ou tel point. Merci beaucoup. Donc, d'un identifiant à l'autre, on va passer maintenant à celui du professionnel. Et donc, Elsa, oui, super. Et puis Gilles. C'est parfait. Le micro est désactivé, par contre. Gilles. Gilles, on ne t'entend pas. Ah, donc un petit grésillement. Allô, allô? Oui, c'est bon, super. Ah. Oui, je suis désolé. Disais donc, j'avais toujours un immense plaisir à prendre la suite d'Elsa pour la présentation des quelques référentiels qui nous intéressent aujourd'hui. Je me suis permis de reprendre l'excellente diapositive d'Étienne Dubourdieu du deuxième épisode de cette première saison qui positionne bien le problème, ou plutôt la question à traiter aujourd'hui, avec au-delà de la partie IUD, la nécessité d'associer à l'idée lors de la pose 2 types d'identifiants partagés par l'ensemble du système, qui sont d'un côté l'identifiant du patient dont vient de parler Elsa et l'identifiant du médecin. Et donc, ce qui se dessine, en tout cas ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, pour identifier l'ensemble des professionnels de santé, et pas seulement les médecins, c'est le RPPS+, qui est le référentiel unique de l'ensemble des professionnels du secteur de la santé. Donc, vous voyez à gauche la colonne avec l'ensemble des professionnels qui sont concernés. Vous voyez en haut, en vert, les professions à ordre, dont les pharmaciens font partie. Donc, le premier élément qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les infirmiers sont en train de rejoindre le RPPS, en train donc de basculer du référentiel ADMI vers le référentiel RPPS, avec une date de bascule dans le RPPS qui est prévue en octobre 2021. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'à terme, l'ensemble des professionnels du secteur de la santé, sanitaire et médico-social, ont vocation à intégrer le RPPS+, en fonction sur plusieurs étapes, avec 2 autres projets qui sont là aussi en cours. Le premier qui s'appelle EPAP, qui vise à faire basculer 400 000 autres professionnels dans le RPPS entre juin 2021 et mars 2022.
et un dernier projet qui s'appelle EnRègle, qui a vocation à étendre l'enregistrement du RPPS dans le RPPS aux professionnels de santé du médico-social et du social, qui est en cours d'expérimentation à partir de janvier de cette année, avec en particulier, par exemple, pour que vous ayez juste une idée de l'ampleur de l'intégration, une première phase avec les assistants sociaux. Et le dernier point qu'il faut avoir en tête, sur lequel je vais revenir dans les diapositives suivantes, c'est que ce référentiel de RPPS+, il a vocation à être publié, c'est-à-dire que les données qui sont à l'intérieur du référentiel ont vocation à pouvoir être accessibles sous forme d'annuaire santé avec un format standard d'interrogation pour pouvoir alimenter un certain nombre d'éléments de contexte de système d'information, comme par exemple le ROR, dont vous avez sans doute un minimum entendu parler au moment de la gestion de la crise sanitaire pour les lits, mais qui a vocation à fournir pour l'ensemble des professionnels de santé un certain nombre d'informations qui seront disponibles pour pouvoir être intégrées, par exemple dans une app de prise de rendez-vous ou de manière générale dans tout environnement qui a à connaître des caractéristiques de fonctionnement des personnels de santé. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le principe général du RPPS, c'est d'avoir deux types d'éléments, d'avoir l'identité régalienne et les données sectorielles. Donc, l'identité régalienne, c'est celle que vous utilisez tous les jours, le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et lieu de naissance, ça se rapproche de ce que nous disait Elsa sur les traits de l'INS. Et à ces éléments régaliens sont associés des données sectorielles qui tiennent à la profession, aux spécialités, aux lieux d'exercice et aux fonctions. Cette notion de fonction, elle s'est renforcée depuis 2021 et elle permet d'identifier le rôle d'un professionnel au sein d'une structure d'exercice. Donc, vous avez quelques exemples de cette partie nomenclature. Alors, je vous ai mis en rouge dans la colonne de droite qui correspond à la pharmacie et sur la colonne du milieu, par exemple, le fonds 33, le bien nommé, bien sûr, qui concerne les praticiens salariés. L'objectif, une fois de plus, de l'ensemble de ces données, c'est de rendre ces informations accessibles à tous les services numériques en santé pour faciliter, par exemple, l'habilitation des habilitations basées sur le RPPS et une publication homogène selon les différentes populations, que ce soit les professionnels de santé ou médico-social. Ces données, donc au sein du RPPS, il y a, comme vous l'avez compris, deux types de données. Il y a des données qui sont des données non publiques et des données qui sont publiques qui vont être en accès libre. Pour chaque type de coordonnées, il y a une adresse postale, une adresse courriel, un numéro de mobile, un numéro de fixe, et ça, c'est très, très important. D'abord parce que le renseignement de ces données n'était pas systématique dans les versions précédentes, dans les notes de fonctionnement précédentes du RPPS, et que ces données de correspondance qui correspondent aux coordonnées personnelles ou professionnelles auxquelles le professionnel souhaite être joint, ou les coordonnées d'activité qui sont celles du lieu d'exercice. Donc, ces types de données-là qui sont non publiques vont permettre, en particulier, là aussi, dans un contexte que vous avez aussi découvert pendant la crise sanitaire, vont permettre, au-delà des cartes professionnelles de santé physiques, d'appliquer, de mettre en œuvre sur téléphone mobile une carte CPS virtuelle, dite ECPS, et cette activation de la ECPS sur votre téléphone mobile, elle nécessite que vous ayez renseigné dans le RPPS un courriel et un mobile de correspondance pour que le processus puisse aller jusqu'à son terme. Et puis par ailleurs, donc il y a un certain nombre de coordonnées qui sont liées à la structure, pour lesquelles il n'y a pas d'informations relatives aux professionnels, mais qui permettent pour chaque professionnel de fournir en accès libre, ce sont des données publiques, un numéro d'accueil d'urgence, un numéro d'accueil pour, par exemple, prendre rendez-vous au niveau de la structure, etc. Donc, le RPPS, qui va s'étendre à l'ensemble des professionnels de santé du social et du médico-social, voit évoluer un certain nombre d'éléments, dont la mise en œuvre d'une fonction,
mais aussi le renforcement des coordonnées, que ce soit des coordonnées de correspondance personnelle ou des coordonnées d'activité, dans un but à la fois de mettre à disposition de l'écosystème l'ensemble des éléments qui vont permettre aux patients de pouvoir savoir quelle est l'offre de soins sur un territoire et de pouvoir prendre rendez-vous avec les professionnels, mais aussi de déployer des outils qui sont des outils d'identification et d'authentification dématérialisée. Donc là, en l'occurrence, la ECTS, qui fait pendant un sujet que nous n'avons pas abordé, qui est lui aussi lié à l'INS, qui est l'APCV, qui est la dématérialisation de la carte vitale des patients, enfin des assurés sociaux en France, dans le cadre du téléphone mobile, dans un environnement qui est un environnement, enfin, ce double environnement, INS, e-carte vitale, RPPS et ECTS, va très profondément bouleverser les modalités qui sont les modalités d'authentification des individus et des professionnels et de transmission de l'information aux patients. Je pense que ces écosystèmes qui vont se mettre en place dans les 2-3 ans est de nature à apporter une partie des réponses aux questions qui ont été posées au début de cette session. Je vous remercie de votre attention. Pardon, j'avais un problème de micro. Merci Gilles. Et donc, on va passer à la dernière présentation de Patrick avant une petite session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à Europharmat et merci au SNITEM d'inviter le Conseil de l'Ordre à parler du dossier pharmaceutique. Donc, je suis Patrick Rambaud, je suis président de la section H. Alors, on va avoir deux parties dans cette petite présentation, une partie correspondant au dossier pharmaceutique et l'autre correspondant au projet DP-DMI. On va passer, voilà la présentation, ok. Alors, vous savez que le DP, c'est le dossier de santé le plus utilisé au quotidien. Aujourd'hui, donc, il s'affiche sur l'écran du pharmacien dispensateur, donc le traitement pendant 4 mois. Alors, j'ai mis actuellement, puisque dans les projets, on devrait passer à 12 mois. Et puis, pour les vaccins, on est à 21 ans. Et dans l'occurrence, lorsqu'il y aura le DMI, on devra se pencher aussi sur cette durée de maintien de l'information. Alors, comme vous voyez, c'est pratiquement 100% des officines de pharmacie qui sont connectées obligatoirement. 510 établissements de santé, et puis voilà, donc quelques chiffres que vous pouvez observer. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, en ce qui concerne les finalités et services du DP, on a l'habitude surtout de parler du DP patient, puisque c'est celui qui permet de détecter les risques d'interaction médicamenteuse, les redondances, la contribution au bon usage du médicament, la traçabilité des médicaments. Essayez aussi, puisque là, ça se développe au niveau de l'hôpital, de mieux coordonner les soins entre la ville et l'hôpital et entre l'hôpital et la ville, et puis l'amélioration de la couverture vaccinale. Mais au-delà de ce DP patient, on parle aussi beaucoup du DP rupture. Moi, j'invite tout le monde à pouvoir se connecter. C'est un accès gratuit d'ailleurs pour les établissements hospitaliers, donc il faut. DP rappel, DP retrait, DP alerte, avec aussi le DP DMI dans ce futur proche que l'on espère, et puis une application smartphone, dossier pharma, qui est en train de se développer, dont on voit tout de suite l'intérêt au niveau d'un DP-DMI. Alors, le déploiement en établissement de santé donc, est à 510 établissements, ça représente à peu près 22% des PUI actuels. On voit d'ailleurs que la majorité est publique, mais ça se développe aussi dans le privé. Puis vous voyez ici la répartition des établissements abonnés par région. Alors, les évolutions du DP, allez-y, les évolutions du DP, donc le DP a été créé en 2008, par une loi de 2007 avec un décret en 2008. Il a été étendu pas en alimentation, mais en consultation aux pharmaciens qui exerçaient dans une PUI en 2012. Puis sont intervenues des modifications pour étendre la durée de conservation pour les vaccins et les médicaments biologiques, comme on a vu, à 21 ans. Puis ensuite, en 2017,
on a permis aux médecins qui exercent en établissement de santé d'avoir accès au dossier pharmaceutique. Et puis, plus récemment, en ce qui concerne le DMI, donc la loi du 24 juillet 2019, qui parle effectivement des dispositifs médicaux implantables avec une consultation et une alimentation possible, mais pas obligatoire, dans le DP. Tout récemment, le 7 décembre 2020, donc la nouvelle loi qui effectivement a renforcé l'usage du DP en établissement de santé en le rendant obligatoire sans le rendre obligatoire, puisque il donne effectivement la consigne aux établissements de santé d'adhérer au DP lorsque les systèmes d'information de santé le permettent. Donc ça deviendra obligatoire dès l'instant où les systèmes applicatifs, les éditeurs auront évolué et permettront un accès direct. Et puis, on attend ce décret qui est en cours de concertation sur le dossier pharmaceutique. Alors, sur le projet DP-DMI, voilà. Donc, en réalité, il y a des enjeux, des facteurs clés de réussite. Les enjeux sont définis dans le cadre de ce projet. Donc, sur le décret d'application, dont on vient légèrement de parler, donc avec des demandes d'évolution réglementaire, l'intégration dans la SIH qui est absolument nécessaire, puisqu'on vient de le voir, il faut que le système d'information le permette, donc mettre à jour le cahier des charges éditeur, collaborer avec le groupe de travail Interop DM pour l'intégration du DP dans la SIH, donc, et permettre surtout l'enregistrement automatique des DMI. C'est un point important, on y reviendra si vous le voulez bien. Un modèle économique que doit développer effectivement notre direction des technologies en santé, parce que développer un DP-DMI, ça provoque effectivement des frais, donc certainement des conventions, bons de commande, grille de tarifs à voir, et le déploiement donc que l'on doit faire. Les facteurs clés de réussite, le dossier pharmaceutique, il est en accord techniquement avec les enjeux du numérique, bien sûr. C'est le premier dossier de santé nationale, depuis 2007, comme on l'a vu, ancré dans la pratique professionnelle. C'est un projet également porté par le ministère, avec un contact identifié au sein de la structure, il vient de vous parler. Le projet est validé et appuyé par le comité de pilotage du numérique et en établissement de santé du CNOP. C'est vraiment une des priorités du Conseil de l'Ordre, de ce dossier pharmaceutique. Et cette partie DMI et des pharmaciens hospitaliers ils sont particulièrement attachés à la section H. Et puis l'évolution réglementaire en phase avec le projet, avec la mise en application dès 2022, c'est le décret donc, dont je vous parlais, qui va permettre une création automatique du DP, sauf opposition du patient, et l'obligation d'interopérabilité dès 2023. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'avancement du projet, nous avons lancé au sein de l'Ordre, dès octobre 2020, un groupe de travail. Nous avons donc, interne à l'Ordre, nous avons donc rédigé une synthèse de ces conclusions que nous avons très vite partagées avec Europharmat et Interop DM. Donc là, la synthèse n'est pas encore définitive, donc on y travaille encore. Les prochaines étapes, c'est participer au congrès Europharmat en octobre 2021 et pouvoir communiquer justement sur ce projet. L'arrêté RETEX, bien sûr, à venir, qu'on attend tous. La collaboration avec l'HAS aussi, dans le cadre de l'évaluation de la compatibilité des DMI en cas d'IRM. Et puis l'apparition de ce décret donc, pour avoir les dispositions à mettre en œuvre. Alors, les préconisations, globalement, même si ce n'est pas définitif, du GTD, des PDMI sur les données, bien sûr, l'IUD, dénomination, numéro de série, numéro de lot, nom du fabricant, donc, la date d'utilisation du DMI. Alors, la pause, et puis j'ai mis également la dépose, et je l'ai mis en rouge parce que c'est un véritable challenge, c'est de pouvoir effectivement tracer aussi cette dépose. Ça sera important donc d'avoir ces informations pour le patient. Des patients qui doivent être identifiés, comme on l'a vu maintenant, ça va être rendu beaucoup plus facile, ainsi que l'identification du médecin poseur.
Et puis, on devrait retrouver effectivement dans le DP et DMI au minimum tout ce qui est indiqué dans la lettre de liaison, donc le nom, prénom, nom, fonction, spécialité du médecin poseur, ainsi que la structure en attachement, bien sûr. Alors la question qu'on se pose, et on en a déjà pas mal discuté avec Dominique Thivault, évidemment, au sein d'Europharmat, c'est qui est responsable de l'alimentation du DP en ce qui concerne les DMI. On ne veut pas que ce soit le pharmacien qui soit responsable. C'est l'établissement et c'est les différentes personnes qui travaillent à l'intérieur de cet établissement, donc le pharmacien bien sûr lors de la réception, mais également l'implanteur, qui devront assurer ce type de fonction. Donc là, on est dans une phase à bien le définir. Puis, donc les parties prenantes du projet, elles sont nombreuses. Bien sûr, le CNOP et la section H. Donc je ne vous lis pas tout, mais ce qui est important, c'est qu'on déploie aujourd'hui, on a une stratégie de déploiement et d'accompagnement des établissements. On est en train de constituer un réseau d'ambassadeurs DP. Alors, ce ne sera pas seulement sur le DMI, mais c'est aussi sur le médicament, de façon à mieux faire connaître au sein des établissements, au sein des régions, donc le dossier pharmaceutique. La stratégie de collaboration avec le bureau PF2 et PF5, donc avec le DGOS, évidemment. Avec cet accent, c'est bien veiller à l'interopérabilité de l'ensemble des logiciels concernés. La DTS, la Direction de Technologie en Santé, donc au sein du Conseil de l'Ordre, qui mobilise énormément les éditeurs aujourd'hui des systèmes d'information hospitaliers. Nous participons également à cette mobilisation, évidemment, avec une forte implication des directions des systèmes d'information qui doit se faire. Et puis, une application smartphone patient qui est certainement une vraie réflexion, une vraie solution aux problèmes posés par le DMI. Si le DMI implanté est bien tracé dans une application smartphone, on aura en fin de compte cette identification permanente et à condition bien sûr que le patient ait un smartphone, bien sûr. Interop Europharmat NITEM, donc avec une grosse collaboration ici entre ces différents intervenants. Là, on a beaucoup de réunions d'échanges sur le sujet. Et puis avec l'ANSM, dans le cadre d'un DP qui serait générateur d'alerte pour les DMI, puisque l'intérêt aussi de tracer un DMI dans une application telle que le DP, c'est de pouvoir, le cas échéant, en cas d'alerte, pouvoir éventuellement remonter facilement vers le patient et pouvoir l'informer. Alors là, c'est une réflexion, c'est un dispositif à mettre en œuvre et donc une vraie question à venir. Voilà, diapo suivante. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Patrick, je vais reprendre la main donc, pour les questions. Il y a une question dans les questions, dans les QR. Il n'y a pas eu un grand nombre de questions, mais il y aura des questions, je pense, de la part des intervenants. Donc, il y a une question, les données des DMI qui seront inscrites dans le DP le seront de façon permanente ou sur une durée déterminée? Donc, c'est justement cette durée qui est à préciser, Patrick. Oui, tout à fait. Pour moi, elle devrait être permanente. Jusqu'au décès de la personne. Hein. C'est évident. Où la personne est implantée, on doit conserver effectivement cette information. OK. Je vais peut-être rajouter un mot, oui, Gilles Ebrec. Le côté permanent est effectivement indispensable. Ça n'a pas de sens d'avoir une péremption de ces données. Je rebondis aussi sur le fait que tant que le patient est porteur, il doit avoir la trace, en tout cas un moyen de justifier du fait qu'il est porteur d'un DM. De ce point de vue, ce qu'a dit Patrick Rambourg sur les retraits de DMI, c'est extrêmement important aussi dans la logique de suivi. Et je reviendrai pas sur ce que je vous avais présenté pour ceux qui nous avaient fait l'honneur d'être présent lors d'une des précédentes sessions, la nécessité d'être capable de justifier
de l'existence ou du portage d'un DMI va même jusqu'à après la mort, jusqu'à l'enterrement à la crémation. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ce processus-là qu'il est important que la traçabilité puisse avoir lieu. Il y a une question complémentaire sur la notion de consentement du patient quant à la saisie dans le DP. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Normalement, le DP, il est après consentement du patient, mais l'information sur la traçabilité, elle existera quoi qu'il arrive, au moins dans le dossier médical. Alors ça, c'est le projet de décret qui est en train de le définir. Avec un rôle très important de l'ordre. C'est-à-dire que le DP sera créé automatiquement. L'ordre devra informer le patient qu'il a un DP qui est créé et le patient pourra effectivement à ce moment-là dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord » ou « Je ne veux pas que cette information y figure », etc. etc. Donc, on a quand même, c'est le patient qui a quand même la main sur les informations, c'est justifié, sur les informations donc qui sont présentes dans son DP. Oui, Gilles, de la même manière, le système qui est en train de se mettre en place, c'est un système qui est exactement parallèle entre l'espace numérique de santé, qui va lui aussi se mettre en place à partir du 1er janvier de l'année prochaine, et le dossier pharmaceutique. Tous les deux vont être de création automatique et tous les deux vont bénéficier de ce qui est convenu d'appeler l'opt-out, c'est-à-dire la possibilité pour le patient de dire qu'il ne veut pas bénéficier de ce service dans les deux environnements. Et les décrets sont, les parties du décret apparaître qui concernent ces deux environnements ont été écrits de manière concomitante et articulée. C'est un débat très tendance à cette période de vaccination et de communication des personnes vaccinées aux médecins généralistes. J'ai cru comprendre. Mais il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions des participants. Peut-être au niveau des intervenants, vous avez fait référence, Patrick, Gilles, à l'utilisation de smartphones. Mais est-ce que tout le monde est geek? Est-ce que vous pensez que tous les usagers sont geeks? Peut-être que M. Mazins pourrait donner un élément de réponse. Merci à Cécile, qui nous quitte. Monsieur Mazas. Oui, la réponse est non, puisque je suis même un exemple criant. Je n'ai pas de smartphone, mais non, mais il y a un sujet. Il faut avoir plusieurs outils pour informer l'ensemble des personnes. Mais il y a un sujet parce qu'en fait. L'idée, c'est que, si vous voulez, nous on travaille un peu toujours dans les coins, c'est-à-dire que on voit que on a des dispositifs, ce qu'on appelle mainstream, qui se mettent en place, qui répondent à une majorité des personnes, et puis tout autour de ça, il y a un nombre important de personnes qui n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à avoir l'information que le dispositif existe. Donc, il s'agit pas uniquement d'avoir un smartphone, il faut aussi avoir l'information comme quoi il y a des possibilités via des applications, savoir s'en servir, savoir pourquoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un smartphone ou non. Donc smartphone ou non, il y a quand même aussi une nécessité d'informer sur les dispositifs, les outils existants et le pourquoi en fait. Donc voilà, donc c'est plus compliqué que cet aspect technique pur, et on sait que malheureusement ce n'est pas que une seule solution technique qui pourra répondre à l'ensemble de la question, malheureusement. Alors, sur le sujet, sont prévues des grosses campagnes de communication, en tout cas de l'ordre vis-à-vis du DP. Et donc, je pense que le moment échéant, on communiquera beaucoup et l'ordre communiquera beaucoup vers les patients. Et puis, c'est vrai qu'avec votre support, on aura certainement beaucoup plus de facilité. Je crois que c'est important, hein, c'est quelque chose qui doit être fait en concertation avec, c'est pas l'ordre tout seul qui va pouvoir le faire, mais on a prévu effectivement d'y mettre d'énormes moyens de communication. Ça, c'est clair. On pourrait répondre, nul n'est censé ignorer la loi, puisque c'est dans une loi santé numérique, mais bon, c'est toujours difficile, je suis d'accord avec vous. Il faut vraiment communiquer, informer. Les jeudis de l'IUD, c'était aussi cet objectif, hein,
On a encore une question toujours sur la carte d'implant. C'est un sujet dont on a parlé déjà un peu la semaine passée, mais là, c'est effectivement l'information est dans le DP, l'information est dans le dossier médical, et cette carte d'implant, faut-il toujours la remettre? Normalement, le texte réglementaire dit oui, que l'établissement doit remettre une carte d'implant. Et les cartes d'implant que le fabricant a mis à disposition de l'établissement de santé ou du professionnel de santé qui réalise l'implantation. Si je puis me permettre, la réponse est bien entendu oui. Les deux sont d'un ordre différent. Le règlement dit que la carte d'implant doit être fournie au patient. Donc, le règlement s'applique et la carte d'implant doit être mise à disposition du patient. Il me semble que nous avions déjà dit la dernière fois que la carte ou l'espèce d'accordéon de carte pour ceux qui ont plusieurs implants tracés était probablement pas le meilleur moyen de le justifier et qu'il fallait, en tout cas, qu'il pouvait y avoir d'autres moyens complémentaires à celui des différentes cartes. Et dans ce cadre, l'envoi dans le DMP, dont nous avions déjà parlé, l'envoi dans le DP, la mise à disposition dans des environnements numériques sont d'autres outils qui vont permettre aux patients à la fois de pouvoir justifier de la présence d'un implant et puis au stade après d'obtenir plus facilement qu'aujourd'hui des informations sur les implants dont ils ont bénéficié et ce qui se passera dans le suivi après pause. Mais les deux sont évidemment pas exclusifs l'un de l'autre. Voilà, oui. Petite question à propos de l'INS, puisque comme vous l'avez dit, on a effectivement dans les hôpitaux des règles d'identito-vigilance. Elles sont parfois un tout petit peu différentes d'un établissement à l'autre. Et dans quel délai est-ce que les anciens dossiers que nous avons dans les hôpitaux seront identifiés avec la nouvelle INS et comment cela va-t-il se faire? Puisque on sait encore qu'aujourd'hui, on a des doublons, des triplons, des quadruplons, même parfois dans nos systèmes d'information. Nous, l'idée, c'est que l'identité nationale de santé soit récupérée progressivement au fur et à mesure que le patient est à nouveau pris en charge dans la structure. Il n'y a pas forcément d'enjeu à aller, mettre l'INS sur des dossiers de patients que vous ne reprendrez pas en charge. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment les patients qui reviennent aient l'INS. Mais sur les historiques, il n'y a pas d'obligation à aller reprendre toutes ces archives et y mettre l'INS. Ça sera fait quand le patient reviendra. D'accord. Ok, merci. On va peut-être faire le sondage habituel de cette dernière session. Donc, les participants, les panélistes ne peuvent pas participer, mais les participants peuvent voter. Voilà. Annelise, quand tu penses. Il y a une dernière question d'Étienne, posant la question si le DMI est tracé dans le DP, faudra-t-il qu'il soit tracé dans le DMP et est-ce que ça viendra en plus? Je crois que là, on avait déjà répondu, mais Gilles est parti. On avait répondu qu'effectivement, ça devait se faire de façon automatisée. C'est-à-dire que ça devait être reversé du dossier médical vers le DP. C'est ce qu'a dit aussi Patrick en spécifiant que ça n'était pas à saisir en plus, sinon on n'en finit plus, quoi. C'est tout le problème, et tu le sais bien, Étienne, puisque c'est toi qui as posé la question de l'interopérabilité. Voilà, ben écoutez, on va clôturer cette saison. Je remercie tous les intervenants de tous les épisodes qui ont participé à la qualité de ces
de ces sessions. C'est un format qui est utile, qui est intéressant, que nous réutiliserons sans doute dans d'autres thématiques, comme le soulignait Cécile en commençant. Je remercie plus particulièrement les intervenants d'aujourd'hui pour leur clarté, pour leur sincérité aussi, puisque nous avons eu les éléments, même si Monsieur Mazins on aurait pu lui donner beaucoup plus de temps de parole parce qu'on a besoin d'entendre aussi ce que pensent les usagers, porteurs ou pas porteurs de smartphone, je suis d'accord avec lui. Donc, je crois que c'est important aussi de partager au-delà de l'hôpital nos approches. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Il y a encore une question, je vois. Dans quel délai l'EDP pour les DMI va être obligatoire, puisqu'il y a une grosse coordination pharmacien, médecin, service informatique, établissement. C'est la dernière question qu'on prend qui va clore ces journées, cette session. Patrick, tu réponds peut-être. C'est simple. Les termes de la loi, c'est lorsque le système d'information le permet, ça devient obligatoire. Donc, c'est tout le travail que nous devons faire ensemble et avec les éditeurs de logiciels de façon à ce que, effectivement, cette information puisse se déverser automatiquement dans le DP. Voilà. Donc, il n'y a pas de date proprement dit, il y a surtout donc des moyens à mettre en œuvre. Ça ferait penser presque au fût du canon de Fernand Reynaud, mais bon, un certain temps. Et c'est laissé à l'appréciation, c'est un peu subjectif, mais bon. Très bien, mais écoutez, merci bien. Et Patrick a donné rendez-vous, et je l'en remercie, il nous a fait un peu de promotion pour nos journées de Lyon en octobre, et le CNOP sera présent, et nous bien sûr aussi, nous vous attendons, et nous attendons aussi, nous reparlerons vraisemblablement, l'IUD sera un sujet, sera le fil rouge de ces journées, au niveau de la découverte et des rencontres au niveau des espaces industriels. Donc, vous aurez un jeu autour de l'IUD. Donc, si vous avez bien suivi ces sessions, vous allez être immanquablement gagnant. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci encore aux intervenants et bonne continuation et bon été. Merci à tous.